De Sarcelles en France jusqu'à la Banque centrale du Canada en tant qu'ingénieur DevOps. Puis, en tant que freelance, architecte, ingénieur DevOps Cloud. Et au final, pour terminer, entrepreneur et créateur d'entreprise. C'est l'histoire de notre premier invité sur Sofa Podcast, Edouard. Il va nous expliquer au final sa vision des choses sur l'entrepreneuriat, ce qui l'a conduit à faire de l'entrepreneuriat. On a toujours tendance à penser que les entrepreneurs font les choses pour eux. Mais il a vraiment quelque chose de particulier parce que sa vision d'entreprendre est vraiment différente. Il va nous expliquer comment au final, c'est l'observation des autres et le besoin de rendre service aux autres qui l'ont conduit à entreprendre. Vraiment, je vous invite à rester et à découvrir l'histoire d'Edouard Villevert. Bienvenue sur Sofa Podcast. Alors, bonjour Edouard. Salut Benny. Comment vas-tu? Ah, ça va super. Écoute, vraiment impatient de discuter avec toi aujourd'hui. Ah, en tout cas, bienvenue. Sens-toi à l'aise. Et écoute, sans plus tarder, on va aller. On a discuté un petit peu avant, mais présente-toi. Déjà, qui tu es, d'où tu viens, etc. Avant même de parler de ce que tu fais, déjà, voilà, qui tu es. Alors écoute, moi je m'appelle Edouard. Alors je suis haïtien d'origine. J'ai grandi à Saint-Martin, la belle île de Saint-Martin aux Antilles. Et puis très vite, à mes 12 ans, mes parents ont décidé de partir en France. On a atterri, j'ai mon rêve de la France où je voyais de la neige et du ski partout à dégringoler dans mon esprit lorsque j'ai vu en fait que je suis atterri à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Alors je peux que te dire le choc que j'ai eu. Et je crois qu'on appelle ça le syndrome de Paris. Donc beaucoup de Japonais ont ce syndrome-là lorsqu'ils arrivent à Paris et qu'ils sont comme « Oh waouh !» La désillusion totale. Exact, donc c'est ça. Donc, un garçon, deuxième garçon d'une famille de 4 garçons. Donc, Ok, d'accord. Donc tu grandis quand même avec un état d'esprit un petit peu de famille. J'ai envie de famille plutôt afro, quoi. On est très famille, entre frères et sœurs, etc. D'accord, ok. c'est une grande famille. Mes parents sont très famille. Et puis, c'est très important de respecter la famille, de passer du temps ensemble, de manger la nourriture de maman, pas manger dehors. Et donc, c'est très important de rester à la maison et puis passer du temps en famille. Du coup, je vais me poser une question. Pourquoi le Canada, du coup? En France, tu avais la famille. On va dire que j'avais envie de voler de mes propres ailes, essayer quelque chose à l'extérieur, découvrir de nouvelles choses tout simplement. Donc, le Canada, j'ai décidé d'émigrer donc au Canada à la fin de mes études. Je me suis dit, je vais partir juste 1 an, histoire d'avoir une expérience étrangère, mais surtout pratiquer mon anglais que je voulais vraiment pratiquer vu mes compétences en informatique. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance, toujours, surtout nous en France, c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a, la langue. Alors on a toujours des connaissances en anglais un petit peu scolaires, mais c'est vrai que l'une des plus belles façons et la manière la plus efficace d'évoluer très vite en anglais, c'est c'est d'aller vivre au moins 2, 3 mois, 4 mois, voire 1 an dans un pays où ça parle vraiment en anglais, quoi. Et maintenant, du coup, tu es entrepreneur. Donc maintenant, on va aller sur ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Comment ça commence? Tu arrives au Canada. Alors effectivement, c'est une longue histoire, mais pour la faire vraiment courte et surtout engageante pour ceux qui nous écoutent aussi là. Je suis arrivé donc il y a 11 ans à Montréal en 2014. En fait, j'arrive vraiment, pas vraiment d'ambition particulière. Je viens surtout pour travailler. Donc j'arrive à trouver très vite un emploi. 1 mois plus tard, je prends quand même le temps. Je suis dans un nouveau pays, j'essaie d'en profiter, j'essaie de sortir. Voyage à New York à côté, voyage à Toronto, voir les chutes du Niagara. Donc j'ai fait quand même pas mal de petits voyages, je me suis quand même promené un petit peu. Et puis bon, il a fallu travailler parce que les économies commençaient à s'écouler. Et puis je commence donc une petite compagnie, ils sont 4 développeurs, une petite boîte d'une 20aine de personnes. Donc en gros, je faisais du Java, du développement Java, j'étais développeur Java. Où D'accord, on devait dans la tech quoi. Ouais, dans la tech. Donc très tôt, tu es dans la tech tout de suite. D'accord. Oui, tout de suite. J'ai fini ma maîtrise en informatique en France. Je suis arrivé ici pour travailler dans la tech en tant que développeur. Donc, je commence avec ça. Donc, je fais ça pendant 3 ans. Mais pendant que je fais ça, il y a quand même un événement marquant qui arrive très vite là et qui va me marquer à jamais, en fait. C'est quelques mois, en fait, lorsque j'arrive. C'est le décès de ma grand-mère, en fait. Et le décès de ma grand-mère, en fait, ça m'a vraiment chamboulé. Parce que j'étais un peu timide, j'étais peut-être même naïf.
Et je peux même dire qu'on me définissait comme la personne de gentil. Et donc, du coup, tu rigoles parce que tu sais très bien ce que ça veut dire quand on dit que tu es gentil. Donc, Je sais très bien, ouais. arrivé ce moment-là, et la décès de ma grand-mère, et puis ça me touche beaucoup. Et puis, je décide en fait d'aller aux funérailles en Haïti. Et c'est vraiment un moment qui va me marquer à vie, là. Parce que là, je me rends compte que j'ai qu'une vie, en fait. Et que je me suis surtout rendu compte que qu'est-ce qu'on va dire de moi si je mourrais. C'est les termes que j'ai dit tout à l'heure. Ah, d'accord. Édouard était gentil. Donc vraiment Donc, l'élément déclencheur, quoi, pour toi, du coup. ouais, c'était D'accord, ok. vraiment le moment que je me suis dit, écoute, Édouard, mets-toi au sérieux. D'accord, tu es dans un nouveau pays. D'accord, tu veux découvrir, mais quand même, essaie de laisser ta marque. Essaie de laisser vraiment quelque chose en arrière lorsque tu as fini de travailler, lorsque ce que tu veux faire sur cette terre, en fait, sur cette vie, en fait. Et Ah ouais. vraiment, ça a été vraiment le début de pas mal de choses. Je suis sûr qu'on va pouvoir l'aborder aujourd'hui, mais ça a été vraiment le début de pas mal de compétences que j'ai dû acquérir et pour la suite, en fait. Donc, après ça, donc, que c'est arrivé, je commence à travailler sérieusement et puis je change d'emploi. Je travaille pour la Banque nationale du Canada. Ah, Et bien. à la Banque nationale du Canada, je commence à faire plein de beaux projets. Et en fait, je réalise l'un des plus gros projets pour la Banque nationale. C'est C'est très bien, ça. vraiment, je mets en place la signature électronique. Vraiment. Ah Donc, je ne sais ouais. pas si notre auditoire connaît DocuSign, mais vraiment, j'ai mis ça en place de A à Z. Oui, c'est... Et Alors, en fait, j'ai nommé ma communauté les sofapreneurs. Ils sont quand même au fait de la tech, donc oui, je pense qu'ils doivent connaître DocuSign. Ou sinon, ben oui, voilà, ils iront regarder. Pas de problème. exact. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est un parcours. Alors, c'est pas terminé, hein, mais au final, déjà là, on a un contraste quand même très fort. C'est-à-dire de Sarcelles en France à la Banque du Canada, quoi. Enfin, à la Banque centrale du Canada. Donc, c'est très fort déjà là. Oui, effectivement, c'est très fort. Bah, je ne sais pas si j'ai envie de dire c'est un coup de chance, c'est pas vrai. Je te cache pas que même l'élément déclencheur qui m'a fait quitter mon emploi, mon premier emploi de 3 ans, c'est, je ne sais pas si je peux le dire vraiment en public et comme ça, mais en revenant de vacances, mon boss qui me demande, écoute Edouard, est-ce que c'est le Club Med? Et là je dis, non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis je lui dis, non, pas du tout. Et il dit, écoute, j'ai l'impression que tu travailles pas assez, tu devrais vraiment te mettre au sérieux. Et là, cette gifle, en fait, il a vraiment tapé mon ego, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me dis, je pense que mon temps est arrivé, il faut vraiment que j'aille Ah ouais, chercher. c'est le patron qui t'a dit ça comme ça. Ouais, ça m'a, je te cache pas, j'espère qu'il n'entend pas cette discussion-là, mais C'est en quelle année? c'est, c'est en 2017. En 2017. En 2007, il y Donc, a des managers qui parlaient comme ça, quoi. Tu pourrais dire en effectivement. 2002, j'en dirais ok. 2017, quoi. Écoute, Ok. donc ça a été vraiment l'élément déclencheur, là. Je me suis dit, écoute, je pense que mon temps est fait, et là, je me mets vraiment à chercher férocement à trouver un emploi. Donc, je me mets vraiment à réapprendre. Tu sais, l'interview dans la tech, c'est quand même quelque chose. Là. Il faut vraiment faire des exercices, etc. Donc, je me remets à faire ça vraiment à fond. Et puis, j'arrive à tomber, en fait, pas directement à la Banque nationale du Canada, mais en fait, je tombe dans une entreprise de consultation. Donc, ils me prennent en consultant pour travailler pour eux. Et D'accord. en tant que permanent chez eux, en fait, je suis embauché à l'interne dans la compagnie de consultation et ils me placent donc à la Banque nationale du Canada pour ce projet de signature électronique. Donc vraiment, c'est un projet vraiment majeur. Ils veulent vraiment s'assurer que les gens fassent ça de manière correcte, mais surtout qu'après le projet, il n'y a plus personne qui va pouvoir continuer. Donc vraiment, c'est un projet qui dure 6 mois, 1 an, et l'objectif, c'est de mettre ça en place. Donc le projet se termine avec brio. Et en fait, j'ai tellement bien réussi le projet que la banque décide de m'embaucher chez eux, de me prendre de la compagnie de consultation Ok, et d'accord. m'embaucher en Une interne. internalisation, comme on dit Une dans le, internalisation. dans le jargon. D'accord. Exactement. Et c'est comme ça que je me retrouve à travailler Donc encore en général, c'est 3 ans une de plus belle plus. plus-value, etc. Et tout ce qui va avec. Tu signes un bon contrat. Exact. D'accord. Ok. Donc ça, à partir de là, en fait, je travaille pour la Banque nationale du Canada. Je mets en place d'autres projets, là, un projet de partage de documents. Donc, si tu as envie de partager tes documents avec ton conseiller bancaire, tu ne l'envoies pas par courriel. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je pense qu'en termes de sécurité, on est tous bien au fait qu'il ne faut pas envoyer des documents confidentiels par courriel. Donc, on met en place un espace sécurisé. On utilisait le produit d'IBM qui s'appelle Box. Et à partir de cet outil, on est capable de déposer des documents, le conseiller de déposer ou de récupérer. Donc, à partir de ce gros projet encore, ça me fait beaucoup de visibilité à la Banque nationale du Canada. Et puis, je me retrouve à manger avec le VP TI de la banque. Vraiment, il m'invite dans un resto. Enfin,
Un resto, je ne sais même pas si on peut appeler ça un resto, c'est gastronomique, quoi, le truc. Hein. C'est à l'intérieur de la banque, carrément, il y a tous les VP, ils ont le droit de manger dans un resto super huppé. C'est un chef 4 étoiles qui cuisine pour eux. Et vraiment, c'est un espace où tu rentres là-dedans, dans l'étage, il y a plein de petites pièces. Et dans chacune de ces pièces, il y a quelqu'un qui mange, tu vois. Et les pièces sont bien fermées, etc. Il y a un garçon qui t'amène ta boisson, tu demandes ce que tu veux, il te l'amène. Donc je me retrouve à manger avec lui. Et là, il me demande du feedback, comment ça s'est passé, c'est quoi mes enjeux, mes défis. Et en fait, il m'écoute particulièrement, en fait. Et grâce à lui, en fait, on met en place un gros projet majeur à la banque. C'est la formation TI. On appelle ça Boost TI, qui permet vraiment d'aider à tous les développeurs d'avoir une université pour apprendre différents cours. Là, on met en place Udemy. Je pense que Ouais, de ton Udemy, ouais. histoire, Ouais, je connais, Udemy ouais. connaissent bien. Mhm. Et on prend Udemy, on le propose gratuitement à tous les développeurs de la Banque Bien, nationale du ça. Canada. Ah, super. Donc, Super. c'est vraiment un outil énorme Ouais. et que tout le monde peut Mhm. utiliser. Et grâce à ça, beaucoup de développeurs, un peu comme moi, on apprend beaucoup tout ce qui est les infrastructures cloud. Et tout doucement, en fait, je vais sur du cloud. Je commence à apprendre avec Udemy tout ce qui est développement cloud. Ce que tu dis, quand Et même, puis, c'est fort parce que on se rend compte que c'est très flagrant dans la tech. En général, dans l'IT, c'est-à-dire vraiment dans le domaine informatique en général, euh, on apprend, on est toujours dans l'apprentissage constant. On est au fait de ça, en fait. On est conscient que euh, ta carrière sera forcément remplie d'apprentissage. Tu apprendras toujours de nouvelles technologies. ouais, C'est moins flagrant ou c'est moins fréquent dans d'autres domaines. Par exemple, en général, ben, si je prends un exemple, genre dans la comptabilité ou dans le droit, ils ne vont s'arrêter que dans leur domaine, en fait. Ils iront pas au-delà de ce qu'ils savent faire. Et je trouve ça très bien parce que plus on apprend, au final, ben, notre valeur grandit et ainsi de suite, quoi. Et j'invite vraiment, et ben, toi aussi, je pense, formons-nous, quoi. Formons-nous au quotidien. C'est pas parce que tu as été. Euh, c'est pas parce que tu as justement été dans une case, d'ailleurs on va en parler, c'est pas parce que tu as mm, été dans une case que ça y est, tu dois être que dedans. Faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort pour apprendre de nouvelles choses et ben, booster aussi sa carrière tout simplement. Mais exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour te dire, ma carrière, je l'ai brièvement expliqué. Là, je suis passé de développeur. Ensuite, j'ai fait un peu de DevOps où j'ai commencé à déployer les applications que j'ai développées pour ensuite passer développeur cloud où on déploie l'infrastructure sur le cloud AWS ou Google Cloud. ah, bien, d'accord. Donc tu fais du AWS, tu fais du GCP, tu fais de l'Azure aussi un petit peu, Microsoft. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai vu un petit peu parce qu'ils avaient aussi à la banque, ils ont comme les trois infrastructures. Et puis j'ai touché un petit peu, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère vraiment Ouais, AWS. c'est. Ben, ouais, ils ont tout fait pour que ce soit pas un expert AWS ne s'en sort pas forcément automatiquement sur Azure. Faut que Ah tu ouais, c'est fait passes. exprès? Ok. Bah oui. En fait, faut que tu passes, faut que tu repasses, passer toutes leurs certifs, que tu apprennes leurs environnements avant de. Mais pour les architectes, ça sera un petit peu la même chose. Pour un architecte qui connaît grosso modo les infra cloud, ça sera quasiment un petit peu la même chose. Ok, Mais ok. ouais, ok, super. Et donc aujourd'hui, mais il me semble qu'aujourd'hui, parce que là, tu me dis, mais là, tu es toujours salarié là, à ce point-là. Alors, très vite, en fait, c'est là que c'est vraiment un concours de circonstances, là. Donc, je suis à la banque, commence à faire du cloud, je mets du EKS, du Kubernetes, pour les gens un peu techniques. Et puis, ça va bien. Et puis, à un moment donné, je me rends compte de ma valeur, en fait. Et je me dis, écoute, Edouard, tu commences à faire économiser des millions parce que je commence à voir les projets passer, je vois les dépenses, je vois vraiment l'investissement et les ROI qui sont apportés. Et je me dis, écoute, Edouard, je pense que quand même, par rapport à la valeur que tu apportes, je pense que tu pourrais aller chercher mieux ailleurs. Et en fait, je me dis, écoute, je pense avec mon expertise, cela fait maintenant presque 8 ans, 7 ans, 8 ans que je travaille. Je me dis, écoute, je pense que c'est le moment, Edouard, de voir qu'est-ce que tu vaux sur le marché et d'aller en tant que consultant. Évidemment, lorsqu'on est dans la tech, on est bien développeur, mais on veut toujours aller plus loin. Hein. Et donc, du coup, je commence à regarder. Et puis, je regarde et je me dis, OK, tu sais quoi, je me lance parce que ce ne sera jamais le bon moment. Et malheureusement, je me lance exactement le 3 mars 2020. Pour ceux qui connaissent, ceux qui se rappellent des dates, le 9 mars exactement 2020, pouf, la Covid a frappé, on ferme tout, on s'arrête tout. Et en fait, j'avais fait l'annonce à ma boss, lui disant que je vais me lancer,
donne-moi un mois. J'ai parti ma compagnie. Vraiment, le lundi, mardi, je lui annonce ça. Et puis, je lui dis, je viens de lancer ma compagnie. Je pars d'ici un mois. Et elle me dit, écoute, Edouard, prends ton temps. Si ça ne marche pas, sache que tu pourras revenir. Elle me donne des contacts pour pouvoir me lancer. Elle me donne vraiment super sympa. Non, super sympa. Pas comme le premier boss. Hein. Et là, du coup, je me lance. Et puis, le Covid arrive. Là, je fais, oh mince. Et là, elle me dit, Edouard, il y a la Covid. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu te lances tout de suite. Et puis là, elle arrive. Je ne vais pas dire qu'elle arrive à me convaincre. Même moi aussi, j'ai peur. Je pense qu'on a tous peur à ce moment-là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On va tous mourir. Et là, je me dis, c'est peut-être pas le moment de faire le fou, d'aller s'embarquer dans une mission, dans un contexte aussi, on va dire, aussi anxiogène. On va dire ça comme ça. Donc là, je reste un peu plus à la banque. Donc là, je reste 2 ans de plus à la banque, pour être exact. Parce que là, je me dis, OK, je ne vais pas partir tout de suite, c'est quand même, ça fait peur. Mais en fait, malgré tout ça, je me dis, écoute, je peux pas. Parce que, en fait, au fur et à mesure que les mois passent, les années passent, et je pense que comme beaucoup de personnes qui nous écoutent là, on se dit, j'ai mon projet, mais est-ce que je me lance? C'est pas le bon moment, c'est la Covid. Là, il commence à avoir du couvre-feu. Je pense que je ne vais pas rappeler tout l'historique de la Covid. Au Canada, on a eu la même chose que la France. Et je me dis, en fait, Edouard, ce ne sera jamais le bon moment. OK, il y a eu la Covid, mais est-ce que tu vas juste mettre ta vie en pause et pas te lancer? Et là, je décide donc de me lancer vraiment officiellement parce que en fait, ce qui arrive, c'est que ma boss, avec qui on travaille ensemble, là, je change d'équipe entre-temps. Et là, elle se fait virer. On a une rencontre à 9h30. Elle se fait virer, genre, comme ça, en 15 minutes. Non seulement elle, mais un autre collègue. Et là, je me dis, OK. Là, je me dis, ça aurait pu être moi. Et d'ailleurs, je me dis, tu sais quoi, je pense que c'est le moment de se lancer. Et je lance ma compagnie. Et puis, je commence à balancer mon CV un peu partout. Et là, en fait, la banque me veut, en fait. Lorsqu'ils apprennent que je me lance en consultation, vraiment, je lance mon offre. Lundi, je me fais contacter. Mercredi, jeudi, j'ai une entrevue. Vendredi, j'ai la réponse positive. Lundi, je commence. Ça s'est fait vraiment extrêmement vite. Et là, me voici à la banque. Et là, cela fait presque 2 ans et demi que je suis encore consultant pour la Banque nationale du Canada. En fait, tu es salarié à la Banque de France, pardon, à la Banque du Canada. Banque nationale du Canada. C'est ça, à la Banque nationale du Canada. Tu passes en freelance et tu reviens bosser pour eux, c'est ça? Exactement. C'est bien. Mais je crois qu'on a tous fait ça. Hein. Moi aussi, j'ai fait pareil. Bon, moi, j'avoue, moi, je l'ai fait en plein Covid. Mais j'avoue, moi, je suis un peu fou. Moi, je l'ai fait vraiment en plein Covid. Et je me souviens, tout le monde me disait, mais t'es fou. Tout le monde est en train de se faire virer et toi, Ouais, moi, je l'ai fait. Et puis, ouais, c'est ça. J'ai été repris par la boîte. C'est ça, j'étais consultant. Et puis, je suis repassé en freelance et j'ai été repris par la même boîte, quoi. Mais c'est cool. Et c'est là, du coup, que commence ton aventure entrepreneuriale, du coup. Exact. C'est à partir de ce moment-là que je pense que pour beaucoup de personnes qui se sont lancées, t'es comme, waouh, c'est beau, tu fais de l'argent, oui, mais par contre, tu dois être sur le qui-vive. Tu dois toujours chercher ta prochaine opportunité. Et en fait, pendant que je cherche ma prochaine opportunité, je me forme, je prends des formations de communication, je prends des formations de leadership, je prends des formations même d'entrepreneuriat, comment lancer un produit, etc. Et en fait, je tombe sur... malgré que je me forme et pendant tout le long, en fait, je commence à aider des amis en fait, autour de moi. Les gens me disent « Ah, Edouard, tu es en consultation, c'est cool. J'ai un petit projet, j'ai envie de faire un petit site internet. » Et puis, je commence à aider des amis de mon église. Je commence à aider mon église justement pour leur premier site internet. Parce qu'ils avaient besoin de recueillir les dons en fait, à l'église, puisque bon, on est en Covid. Donc, comment ça fonctionne? J'ai mis un espace pour prendre des cartes de crédit, les dons via la carte de crédit. Je commence à faire des projets comme par-ci, par-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, une dizaine de personnes. Et je me dis, en fait, Edouard, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais peut-être créer un produit pour pouvoir vendre tout simplement ton expertise. Et c'est là, en fait, que je regarde autour de moi et je me dis, Edouard, mais tu as fait plein de choses pour la banque, tu as de l'expérience, tu as maintenant bientôt 10 ans d'expérience, enfin 8 ans, 9 ans d'expérience maintenant. Pourquoi tu ne partirais pas pour ton produit? Et c'est là, en fait, qu'est né Meriaki. Donc, Meriaki, en fait, c'est vraiment le produit que j'aurais aimé avoir pour moi, le produit que j'aurais aimé avoir pour les personnes que j'ai aidées jusqu'à présent. C'est vraiment un outil vraiment tout en un qui permet de gérer
vraiment toute ton infrastructure, tout ton écosystème. C'est vrai que tu commences l'entrepreneuriat en passant en freelance, mais du coup, c'est suite vraiment à une expression d'un besoin personnel et d'un besoin de ton entourage, en fait, que tu crées ta première boîte. Exactement. Donc vraiment, je prends cet outil et vraiment pour donner une idée à notre auditoire, là, c'est vraiment, tu pars ta compagnie, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un site internet. Donc déjà, il a fallu que je mette des sites internet pour les personnes. Ma plateforme permet de faire ça. Ensuite, tu as besoin d'un email. Donc, je peux configurer un email sur la plateforme. Tu as besoin d'un numéro de téléphone professionnel. On est capable de l'avoir sur la plateforme. Maintenant, une fois que tu as ces 3 choses-là, tu vas dire c'est le plus important. Mais non, après, il y a plus loin. Une fois que tu as un numéro de téléphone, tu as besoin de pouvoir gérer les appels. Si plusieurs personnes t'appellent et que tu rates l'appel, qu'est-ce qui se passe? Tu le rappelles après, tu me diras. Mais alors, en fait, au lieu de mettre un répondeur, on met quelque chose d'encore plus sympa. Parce que si on t'appelle et on tombe sur ton répondeur, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la prochaine personne. Eh bien, en fait, nous, on permet de connecter automatiquement. On envoie un SMS pour te dire j'ai raté ton appel, comment puis-je vous aider? Voici un lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Et là, comme ça, le lead, tu le perds plus. Oui, bah oui. Parce qu'avant, tu le perdais puisque tu réponds savais pas, tu tombes sur le c'est répondeur. ça, ouais. Il va appeler l'autre personne et toi, tu le rappelles 2 heures plus tard. Ah ben, c'est trop tard, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est la chose qu'on met en place tout de suite. Ensuite, une fois que tu as ça, tu as envie de centraliser ta communication. Parce que les personnes peuvent te parler par email, par SMS, mais aussi par Instagram ou par Facebook. Donc là, la plateforme permet de centraliser le tout. Donc une fois que tu as ça, tu es content. Mais après, tu dis, j'ai envie de prendre rendez-vous avec la personne. Comment tu fais ça? Tu es obligé d'avoir un calendrier en ligne. Parce que sinon, si tu dis, tu es disponible quand? Demain, 7h, non, pas 7h, non, 9h. Oublie ça. Ah, je dois annuler, etc. Non. On permet d'avoir un calendrier directement en ligne pour prendre rendez-vous avec des relances automatisées. Et si tu veux annuler ou modifier ton rendez-vous, tu peux le faire facilement d'après tes disponibilités. Donc, une fois que tu as ça, tu es content, tu arrives au rendez-vous, et puis tout se passe bien. Là, tu as envie d'envoyer un contrat et tu as envie que le contrat soit signé. Donc, forcément, je mets en place la signature électronique avec un contrat où tu es capable de signer. Et comme tu sais déjà mettre la signature électronique, pour toi, c'est évident. C'est évident. Donc, j'ai mis en place ce contrat. Et ensuite, une fois que tu as fini le contrat, tu as envie d'envoyer une facture. La facture, tu fais comment? Tu envoies une facture en ligne. Tu peux payer avec ta carte de crédit le même projet que j'ai mis dans mon église. Donc là, je me dis, OK, la personne est contente. Le projet se passe bien, il a payé, et ensuite, tu veux son avis. On est capable de récupérer son avis également. Donc, c'est bien. De manière automatisée, une fois que le rendez-vous est terminé. Et ça, c'est Meriaki. Donc, ainsi de suite. Et ça, c'est Meriaki. Je permets de faire vraiment toute cette chaîne, plein d'étapes, petit à petit, que tu fais. Au début, tu as juste besoin d'un site, mais ensuite, tu as besoin de plein de choses en arrière pour pouvoir assurer un service de qualité et bien servir tes clients. Mais en fait, de ce que je me rends compte, c'est que et ça va être un petit peu, je crois, l'essor même de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu viens résoudre vraiment un problème. Et donc, du coup, tu te bases vraiment sur les... Pour le coup, là, tu t'es basé vraiment sur des faits, quoi. Sur des faits concrets de ton entourage, en fait, au final. Exactement. Et là, ça vient vraiment parler d'un concept que j'aime beaucoup dire. Ouais, c'est l'empirisme. C'est ça, justement. Tu m'en as parlé, je me suis dit, oulala, mais pourquoi il vient me parler de concepts philosophiques? Moi, je ne suis pas une chaîne philosophique. Mais je retiens une phrase que tu m'as dite, je l'ai notée. Je retiens une phrase que tu m'as dit, tu me dis les faits comptent plus que les idées. Oui. Vas-y, pour le coup, développe. Oui, en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont plein de théories. Tu as envie de monter ta business, tu as envie d'avoir un projet, tu as envie de perdre du poids, tu as envie d'avoir confiance en toi. Tu as plein d'idées pour le faire. Mais le truc, c'est que les idées, c'est bien, mais l'action, c'est encore mieux. Et en fait, vraiment, je pars un peu de mon exemple. C'est que depuis que je suis arrivé à Montréal, j'ai eu pas mal d'idées. On a tous des idées pour faire un truc. Mais en fait, si tu démarres pas, il ne va rien se passer. Et en fait, pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris pendant le long, c'est que si tu as envie de perdre du poids, comment tu fais? Les gens vont dire, oui, tu fais un programme de diète ou bien peu importe. Là. Mais commence, essaye sérieusement pendant plusieurs mois. Et puis tu vois si ça marche. Et moi, ce que j'ai fait, mon entraînement, c'était simple. Un entraînement 3 fois par semaine, de 30 minutes. Et je mangeais mieux. C'était un programme que j'ai suivi jusqu'au bout. Et finalement, ça a marché. Il y avait un programme aussi de confiance en soi. Qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement? C'est un programme d'approche anxiété. J'étais quelqu'un d'assez timide. Ça ne s'entend pas aujourd'hui, là. Mais... Bon, ça va. On sent qu'il y a eu du travail depuis. Ah ouais, non, c'est...
Et pareil, il y a un programme, tout le monde disait, mais ça sert à quoi ce programme? Il fallait juste parler à des inconnus dans la rue. Mais c'était quand même, c'est un programme. Il faut dire d'abord bonjour, ensuite demander l'heure, ensuite demander où est le restaurant, etc., etc. Et ce programme, les gens me disaient, mais ça sert à quoi et tout? C'est des idées folles. J'ai juste suivi le programme et ça a marché. Donc pour moi, les idées, sans les actions concrètes, sans les faits, bah, c'est juste des idées. D'accord, ok, ok. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un fil conducteur au final de ta vie d'entrepreneur, quoi. C'est-à-dire que tu te bases vraiment sur les faits pour construire ta carrière d'entrepreneur. C'est très fort, en fait, en réalité, hein, ce que tu dis. Exact, exact, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure avec les différents points différentes fonctionnalités de ma plateforme, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ça, ok, ben je le mets en place, et puis je l'applique pour moi, je l'applique pour mes clients, et ils sont contents. Et ainsi de suite, tu as plusieurs problèmes qui vont s'enchaîner. À chaque problème se cache un autre problème derrière. Donc vraiment, tu as peut-être le problème de pouvoir commencer l'entrepreneuriat, juste commence. Tu vas voir, il y a d'autres problèmes encore qui vont arriver, et tu vas juste les résoudre petit à petit. La vie, c'est une succession de problèmes que tu dois juste résoudre avec ton expérience ou en te tirant d'expérience d'autres personnes. Oui, parce qu'en fait, pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que tu as beaucoup de gens qui vont juste te dire, non, dans la vie, il faut juste commencer. Commence et puis ça va venir. Et c'est vrai. Mais ce que toi tu mets, enfin, ce sur quoi tu te bases, j'ai l'impression que c'est encore plus profond parce que, d'accord, commence, mais commence sur une idée basée sur des faits. C'est Exact. ça le truc. C'est pas Exact. juste quelqu'un qui va se dire, je vais juste, enfin, j'ai une idée et on m'a dit de commencer, je commence. Toi, c'est encore plus profond parce qu'avant, c'est-à-dire qu'avant de commencer, ton idée est basée sur des faits et je trouve ça très fort. Exact, parce que j'ai plein de gens qui ont plein d'idées conceptuelles de la vie, là, ou peu importe de projets qu'ils veulent faire, ils vont analyser, suranalyser, chercher, surchercher. Mais en fait, tous les. Je trouve que dès que tu veux réaliser un projet, c'est à l'intérieur de toi, en fait. C'est dans toi et tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ton D'accord. projet. C'est La seulement. réussite est d'abord dedans, en fait. La recette est à l'intérieur de toi. Tu l'as déjà fait. Dans le passé, tu ne savais pas marcher, tu as réussi à marcher. Dans le passé, tu ne savais pas parler, tu as réussi à parler. Tu as appris à conduire un vélo, tu as appris à conduire une voiture, peut-être une moto. Tu as appris à apprendre à l'école, tu as appris à avoir de bonnes notes à l'école, ou peu importe. Tu as appris une compétence, tu sais quelque chose. Ben, c'est de cette même manière, avec les faits, l'expérience que tu as eue, tu peux réutiliser ton expérience sous la chose qui t'arrive aujourd'hui. D'accord. En tout cas, je crois que je vais. Mais après, c'est vrai que moi aussi, je fais un petit peu la même chose. Mais je n'avais jamais réussi vraiment à mettre comment dire, un mot et un concept là-dessus. Et je me rends compte qu'on est un petit peu pareil parce que c'est vrai que sur pas mal de mes entreprises, ça vient toujours d'un constat et d'un constat fort. Et d'un besoin surtout que j'ai ressenti à un moment T. Je me suis dit, en fait, limite, ça naît d'une frustration, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ça? Et là, tu t'es dit, Exact. ben vas-y, je le mets. Et là, tu Exact. dis, vas-y, je le mets. Non, non, mais en tout cas, c'est fort. Mais comme tu disais, tu as été quelqu'un de timide et tu tenais aussi à en Mhm. parler hein, quand on a discuté avant. Et tu as dit, Ouais. et tu me disais que tu as dû travailler sur toi, travailler sur ta Ouais. com. Ouais. Et je crois qu'on a tendance à négliger cette partie. Ouais. Ouais. Et, si je permets que je puisse démarrer là-dessus, c'est effectivement travailler sur soi, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ouais, j'ai travaillé sur moi, et qu'est-ce qu'ils font? Bah, je sais pas, ils vont regarder plein de vidéos YouTube. Rien contre ça, mais c'est correct là. Je vais travailler sur moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je sais pas, je vais juste marcher. C'est pas une mauvaise chose non plus. Mais en fait, c'est concrètement, quel est le projet que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Tu veux travailler sur toi, mais qu'est-ce que tu veux travailler concrètement? Ben, moi, dans mon cas, c'était la communication. Et la communication, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense aujourd'hui, on est en train de communiquer. Tant que tu le veuilles ou non, tu communiques avec ta famille, tu communiques avec tes amis, tu communiques avec tes collègues. Et en fait, pour moi, travailler sur moi, c'est voir c'est quoi mes défauts et voir comment je peux l'améliorer. Je savais que j'étais quelqu'un de timide. Je me suis dit, il faut que j'arrive à dépasser cela. Ça m'a aidé en partie le programme d'anxiété que j'ai pu mettre en place. Ça m'a permis tout simplement de pouvoir avoir des conversations one-on-one ou euh, tête à tête avec une personne. Alors, attends, Et en fait, juste, attends, juste, je vais t'interrompre là-dessus. Tu as dit que tu as fait un programme. C'était un programme payant? c'est un programme gratuit, totalement Gratuit en gratuit. plus, d'accord, ok. Ouais, Vas-y, gratuit. vas-y, continue. Mais justement, parce que les gens pensent que c'est gratuit, parce que tu l'as vu sur Internet, et comme, oh, écoute, ça vaut rien.
Et beaucoup de gens, d'ailleurs, négligent justement les programmes gratuits, pensant que ça va rien comme c'est apporter, mais gratuit, ils du sont coup, c'est prêts pas bon. à dépenser, c'est ça, alors qu'ils sont prêts à dépenser peut-être 500 000 dollars sur un projet qui en fait reprend le programme gratuit. Mais c'est quelqu'un qui l'a mis en place, ce programme, qui a marché pour lui. Donc encore une fois, je reviens encore une fois, les faits et les actions, l'empirisme. C'est que si ça a marché pour lui, ça te coûte à quoi de l'essayer? Peut-être ça marchera pour toi ou peut-être Et pas. au final, Et si ça marche pas, t'essayes autre chose. ce n'est pas le programme, c'est surtout la détermination qu'on a qui va C'est la faire le truc. détermination. Et c'est pour ça que là, c'est un autre concept que j'ai, mais peut-être on va pouvoir l'évoquer Ouais, dans notre jour. Restons sur la C'est com. vraiment exact. Donc, quel que soit le programme que tu fais et sur la communication, quel que soit le programme que tu fais, tant que tu y mets la détermination, de l'attention et de l'effort, tu vas y arriver. Pour moi, quoi qu'il en soit, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas peut-être pas atteindre l'objectif final, mais tu vas apprendre quelque chose tout le long et tu vas savoir qu'est-ce qui ne marche pas pour toi et qu'est-ce que tu peux essayer d'autre. Et tu ne restes pas à stagner. Donc, dans ce sens, dans la communication, comme je suis quelqu'un d'empirique, même, j'ai pas dit, même mes études, je les fais en alternance. Donc pour moi, cela venait depuis très longtemps, le fait de faire du concret. Et, ouais. Et j'ai entendu parler de ce principe, de ce club qui s'appelle Toastmaster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Toastmaster, ce n'est pas un endroit où on va faire des toasts. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment, c'est vraiment un endroit où on apprend à faire des toasts. C'est vraiment des toasts en public. Et en fait, c'est un programme, une fois par semaine, on se rencontre, ça dure 1 heure. Et des gens random, des gens aléatoires, viennent et ont des rôles spécifiques et parlent pendant 1 heure. Okay? Donc, des personnes font des discours, des personnes font des évaluations, des personnes animent la rencontre, et 1 heure comme ça toutes les semaines. Et en fait, c'est extrêmement pratique, parce que tu arrives, tu fais un discours, et tu as tout de suite une évaluation, quelqu'un qui va t'évaluer ton discours, donner une appréciation, et les gens autour de toi vont te donner les choses que tu as bien faites et les choses que tu peux améliorer. Et de cette manière, semaine après semaine, que tu parles ou que tu regardes des gens parler, tu vois les erreurs, tu vois comment ils s'améliorent et ça te permet de t'améliorer. Donc encore une fois, ça revient encore avec le principe d'action et d'empirisme. En voyant les gens, comment ils font pour s'améliorer, toi-même en essayant des choses que les gens ont fait, tu t'améliores et au fur et à mesure, semaine après semaine, mois après mois, j'ai amélioré ma communication. D'accord, ok. Et au final, c'est quand même impressionnant parce que franchement, même moi, avant de commencer les réseaux sociaux, avant de commencer Sofa Podcast, je pensais que c'était simple. Vraiment, je pensais que c'était simple de communiquer parce que, comme tu as dit, on parle avec tout le monde. On échange avec sa famille, avec ses collègues, etc. Et donc, je pensais vraiment que c'était simple de communiquer. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est pas évident de communiquer. Et surtout, et plus encore, on veut atteindre un certain niveau, des fois, dans notre vision d'entrepreneur, on veut atteindre des niveaux hauts, mais on ne se rend pas compte de l'exigence dans la communication que demande un certain niveau social, en fait. C'est-à-dire qu'un directeur d'une grande entreprise, un responsable politique très influent, c'est des gars, en fait, ils sont imbattables en communication. Et nous qui sommes en bas, on pense que, ouais, mais lui, il raconte... Je crois qu'on ne se rend vraiment pas compte. Je crois qu'on ne se rend vraiment pas compte de ce que représente la com dans les compétences globales, en fait, dans l'ensemble des compétences d'une personne, quoi. C'est juste énorme. Pour moi, c'est... je ne sais pas à combien de pourcentage on pourrait l'estimer, mais je ne serais pas étonné qu'on dise que la communication, c'est 50%, quoi. Tu vois, par exemple. Ouais, pour moi, la communication, c'est primordial. Là. La communication, c'est vraiment véhiculer une idée, véhiculer une émotion à quelqu'un, véhiculer vraiment le fait qu'il puisse agir aussi sur l'idée ou l'information que tu lui donnes. Effectivement, tu as parlé des personnages politiques et des entreprises. Effectivement, eux, tous leurs mots, tous leurs gestes, toutes leurs actions sont calculés pour inciter une action envers toi, sur toi. Et je pense que tu as parlé de communication pour Sofa Podcast et même pour ma compagnie. Toute ma communication est basée pour t'inciter à peut-être regarder ma compagnie, peut-être considérer mon service et peut-être travailler avec moi, collaborer avec moi. Donc toute communication, tout ce que tu dis est pour susciter une émotion chez la personne, susciter une émotion de confiance, de confiance. C'est vraiment que tu es quelqu'un avec qui tu pourrais travailler. D'accord, ok. Non, en tout cas, c'est très bien. Très bien, moi j'apprends aussi, hein, et ça m'inspire aussi. Donc
c'est des domaines forcément que je vais devoir aussi travailler moi-même, tu vois, pour te dire. Ouais. Mais Ouais. c'est très fort. Alors, en discutant aussi, tu m'as parlé d'un d'un autre point, c'est le leadership. Et encore une fois, voilà, tu m'as lancé une punchline. Franchement, je me suis mis à... non, franchement, ouais. Je me suis mis à... Je me suis mis à réfléchir là-dessus. Mais avant déjà, est-ce que tu te considères un bon leader? Écoute, je peux pas dire oui et je peux pas dire non. Je veux dire que je suis un leader en apprentissage. Je pense que le leadership, ça, t'atteins jamais le niveau ultime là, t'es jamais parfait. Et pour moi, un leader qui dit qu'il est bon, il a atteint le niveau ultime, c'est pas un bon leader. Parce D'accord. que le leadership, pour moi, c'est vraiment pouvoir aider les autres à atteindre leurs objectifs. C'est un peu ça ma définition de leadership. C'est D'accord. aider les autres à atteindre un objectif que eux ils se sont fixés. Alors, justement, et tu fais la passe. Tu m'as dit une phrase. Tu m'as dit... Non, mais c'est fou, hein. Parce que tu m'as dit, et vraiment c'est une punchline, tu m'as dit, ta valeur vient du fait que tu donnes de la valeur aux autres. Je trouve ça juste génial. Oui, effectivement, je pars du principe que quelqu'un a de l'influence, quelqu'un a de la valeur, quelqu'un est important selon ce qu'il est capable de pouvoir donner aux autres. Alors, la valeur vient du fait que tu donnes de la valeur aux autres. Alors, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et pour te donner une idée par rapport à ça, c'est ma valeur, par exemple, en tant que père de famille, Mhm. vient du fait que je suis capable d'aider ma femme à pouvoir vivre confortablement, en sécurité et pouvoir s'occuper de la maison. Exemple. Imaginons ma valeur en tant que père, par exemple, c'est un bon père, c'est quelqu'un qui est capable tout simplement d'assurer la survie de ses enfants, l'éducation, leur sécurité. La valeur d'un CEO, c'est sa capacité tout simplement à pouvoir aider d'autres entreprises, à pouvoir aider des personnes du commun de mortels, d'avoir des bons services, un bon produit. Mhm. Donc pour moi, c'est comme, je pense que je n'ai pas envie de rentrer dans un terrain glissant avec par exemple Elon Musk. Elon Musk, sa seule valeur, c'est du fait qu'il est capable de produire un véhicule électrique qui roule avec une autonomie décente, avec un bon produit de bonne qualité. C'est juste ça qui fait sa valeur aujourd'hui. Et bien, pour moi, c'est un peu la même chose. En tant que leader, notre valeur vient du fait que qu'est-ce qu'on est capable d'apporter aux autres. Donc, pour que les autres ont de la valeur, il faut que tu leur donnes quelque chose qui a de l'importance, qui coûte cher en fait. C'est de cette manière que n'importe quel CEO ou n'importe quel président, le président, il a de la valeur parce qu'il est capable d'apporter certaines choses à d'autres entreprises, à d'autres personnes. Il est capable de leur ouvrir des portes. D'accord. Je ne sais pas si ça fait du sens. Et donc pour toi, en fait, au final, l'idée, c'est faire en sorte que les personnes aient de la valeur. Exact. Parce que du coup, Et si les personnes ont de la valeur, intrinsèquement, ils ont un bon leader. Oui. En fait, dans le sens, pas seulement. C'est que, pour moi, lorsque tu as besoin de résoudre un problème, tu vas chercher quelqu'un qui va pouvoir t'aider à résoudre ce problème-là. Cette personne-là peut être un produit tout simple, mais au niveau du leadership, c'est plus dans le sens que lorsque vous travaillez en groupe et que tu as besoin d'acquérir une certaine compétence, tu as besoin d'avoir quelque chose, cette personne-là est capable de t'aider à résoudre ce problème. Il est capable de t'aider à atteindre cet objectif. Et pour moi, c'est là que vient le leadership. C'est une personne qui est capable de t'aider à atteindre tes propres objectifs, à résoudre tes propres problèmes. D'accord, ok. Oui, voilà. Donc, en aidant les autres à résoudre leurs problèmes, donc tu les aides, tu leur donnes de la valeur, parce qu'au final, une fois qu'une personne a résolu son problème, il a du coup de la valeur, hein, parce que la valeur vient par... il aura travaillé, il va gagner de l'expérience, son problème sera résolu. Et comme tu auras donné de la valeur à cette personne-là, de l'extérieur, on se dira, comme les personnes qui sont sous son management ont de la valeur, certainement, Exact. le leader est bon, en fait. Exactement. Ah, ok. C'est là Non, que, ça c'est a là fait que sens. Jeff Bezos, Ça fait sens. c'est là que Jeff Bezos, Bill Gates, etc., Elon Musk, plein de gens veulent travailler pour Ouais, Microsoft. c'est ça. Plein de gens veulent travailler pour Amazon. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête, Mm. qui a une qualité tellement extrême que toutes les personnes qui le suivent ont une bonne qualité de vie. Tout le monde a envie d'atteindre aussi cette qualité de vie et vont suivre cette personne. Ça peut aller dans le mauvais sens aussi. Ça peut être comme un gourou
qui, je pense Oui, qu'on tout a à tous fait, entendu tout à parler de fait, cette tout à fait. histoire-là. Tout à fait. C'est un peu ça le revers de la médaille, c'est-à-dire que quand le leader a vraiment de l'emprise sur les personnes qui sont sous son management, oui, ça peut se transformer un peu en mode gourou et on peut même développer le fameux syndrome de l'imposteur, hein. On aime tellement son leader qu'on est prêt à tout. Mais par contre, enfin voilà, dans la vie, il y a toujours un bon côté et un mauvais, hein. Ça va de pair. Ouais. Et par contre, voilà, dès que tu tombes sur quelqu'un de bon dont vraiment l'objectif et le rêve, c'est de t'emmener plus haut, je pense que ouais, lui sera toujours un bon leader, quoi. De ce que j'ai compris. Et Exact. puis, non, ça fait vraiment son sens. Ça fait son sens. Et c'est vrai que, alors, il y a des personnes, effectivement, qui le font tout naturellement, hein, parce que c'est naturel chez eux. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que il y ait des mauvais leaders et donc des bons leaders, et surtout le fait de se dire ah ben lui c'est un mauvais leader donc ça y est c'est fini, lui c'est un mauvais leader. Ah, écoute, je suis une personne qui n'aime vraiment pas les cases, ok? Donc ça c'est vraiment quelque chose que Ouais, peut-être mon auditoire doit on en a comprendre. discuté, ouais, on en a discuté justement. Et, et effectivement, dire qu'une personne est mauvais ou bon, pour moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois que c'est une personne qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de s'améliorer. Et possiblement, il a besoin de quelqu'un pour pouvoir le guider vers la bonne route. Quelqu'un qui va pouvoir le leader ou le coacher pour faire les bonnes choses. Mais effectivement, si on veut vraiment aller dans la catégorie mauvais leader, c'est une personne qui voit les choses juste dans son intérêt personnel, mais qui ne voit pas l'intérêt des autres. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui, non seulement qui apporte de la valeur aux autres, mais qui voit l'intérêt des autres avant le lui. Avant les d'accord. Et en fait, en voyant la valeur des autres avant lui, là, en fait, tu veux générer beaucoup de valeur aux autres, et là, les gens vont t'apporter de la valeur. En fait, en fait la question derrière aussi c'était est-ce que ça s'apprend au final? Est-ce que tu penses que ça s'apprend? Absolument. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. C'est-à-dire que qui quelqu'un qui aujourd'hui peut-être qui a du mal dans son management, qui a du mal dans son leadership, dans l'entrepreneuriat, il n'arrive pas à canaliser ses employés, etc. Machin. Est-ce que ça s'apprend au final à prendre le temps sur soi pour apprendre à, je sais pas moi, à devenir un meilleur leader quoi, que ce qu'il est? Oui, je trouve que oui. Et d'ailleurs, ça commence déjà par savoir pourquoi tu le fais. Ok. Donc, si tu veux être un leader, pourquoi tu veux être un leader? Est-ce que tu veux être un leader pour les mauvaises raisons ou pour les bonnes raisons? Moi, je pars du principe que si tu essaies de le faire pour les bonnes raisons, dans le sens aider les autres, apporter de la valeur aux autres, et juste aider les autres tout simplement, pour moi, si tu pars dans cet état d'esprit, tu vas être une personne qui va vouloir apporter de la valeur, qui va pouvoir permettre que les gens finissent mieux qu'ils sont aujourd'hui. Donc, tu veux vraiment qu'ils aillent dans le progrès, dans la croissance. Donc, pour moi, c'est ça. Si tu le fais pour ces bonnes raisons, ces raisons-là, tu vas sûrement faire des erreurs parce qu'on n'est pas parfait. Mais au moins, les gens vont voir ton authenticité, vont voir tes efforts et vont voir ce que tu veux faire réellement. Mais par contre, si tu le fais pour les mauvaises raisons, non seulement tu vas être catégorisé comme un mauvais leader, mais surtout que les gens vont non seulement plus vouloir te suivre, mais ta réputation va être extrêmement impactée. D'accord, ok, oui, oui, et ça fait du sens. Et ça a du sens totalement. Euh, ouais, ok. Et, mais c'est un peu dommage parce que. Pourquoi j'en parle? Parce que dans l'entrepreneuriat, on souffre beaucoup de ça, tu vois. En général, on veut entreprendre. On a eu, comme tu as dit, on a une idée. Ça se trouve, on veut résoudre un problème. Mais très peu sont préparés à se dire, ben, attention, je vais devoir monter une équipe. Je vais devoir les manager. Je vais devoir être, entre guillemets, leur boss. Alors, il y en a qui ont des attitudes naturelles. Hein. C'est des meneurs d'hommes. Ils arrivent à rassembler du monde, à les, comment dire, à les convaincre, à suivre une cause, etc. Mais d'autres, c'est un peu plus compliqué. Comme tu as dit, il y en a qui sont timides, peut-être pas les meilleurs communicants. Et c'est là en fait où on se dit, bah, il y a un truc à faire. Comment, là, comme ça, un entrepreneur qui nous regarde, il peut se dire, bon, ouais, il faut vraiment que je travaille sur moi et il faut que je travaille un petit peu sur, sur mon leadership, sur ma façon de... Surtout quand on a des objectifs d'arriver à un certain niveau, quoi. Alors, c'est une excellente question, en fait. Et Toastmaster revient à la rescousse. Et Toastmaster, qu'est-ce que ça m'a appris? C'est non seulement un programme de communication, mais aussi un programme de leadership. Comment ça fonctionne concrètement? C'est qu'un club est dirigé et managé et géré par un comité de club. Il y a un président, il y a un directeur des relations publiques,
qui fait la publicité, un directeur de recrutement, un directeur de la formation des membres, un trésorier, une secrétaire, un huissier. En fait, toutes ces personnes-là s'assurent que une rencontre Toastmaster Junior se passe bien. On prévoit aussi des activités, etc. Il y a des concours qu'on doit préparer également. Donc, moi, qu'est-ce que je me suis dit, parce que je voulais améliorer mon leadership, ben, j'avais toujours peur en fait de passer manager, parce que c'est toujours la prochaine étape côté développeur, passer manager. Manager ou Ça team m'intéresse. leader. Ouais. T'as tout compris. Et là, je me suis dit, c'est pas pour moi, je préfère rester dans la technique, parce que les managers, ils ont souvent tendance à savoir rien de la technique, te dire des choses et ils ne comprennent pas. Donc je me suis dit non, je suis bon technique, je vais rester dans la technique. Et en fait, dans ce sens, lorsque j'étais à Toastmaster, je me suis lancé dans la présidence. Donc vraiment, mon objectif était de gérer un club de 20 personnes avec mon équipe de 7 personnes. Et là, je peux vous dire que gérer des personnes qui sont dans un club où ils payent de l'argent pour y être, où tu n'as pas le moyen de les encourager avec l'argent ou peu importe, là, tu peux juste les encourager via leur objectif. Ouais. Pourquoi ils sont venus dans le club, qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir, Ouais. ils veulent accomplir leur leadership et comment les accompagner, les aider à atteindre leur objectif sans leur donner une tape sur le dos ou peu importe, parce qu'ils ont payé pour être là. Et c'est des adultes également. Ouais. C'est fou. Donc, ce que tu dis. J'ai fait... C'est intelligent et c'est vraiment très insight en fait ce que tu dis. Pourquoi? Parce que pareil, il y a quelques années de ça, justement, j'ai fait des cours sur le leadership dans une organisation en France, le CRC, le Centre de Réveil Chrétien. Et justement, il nous parlait de ça, qu'en fait, tu as plusieurs types de management, mais l'un des managements les plus compliqués, c'est le management dans les associations. Parce que justement, tu n'as pas de pression de salaire sur les personnes que tu manages. Parce qu'en général, c'est facile de manager dans une entreprise, dans un groupe où les personnes sont là pour gagner leur pain. Parce que tu as une petite pression, un petit peu, j'ai envie de dire, financière sur ces personnes-là. Clairement, entre les lignes, ça va être fait parce que c'est moi qui te paye, quoi. Alors que quand tu es dans l'associatif et que les personnes sont là parce qu'elles aiment une cause, elles aiment quelque chose, donc tu es obligé d'aller vraiment chercher des vraies compétences managériales pour le coup, des vraies compétences managériales, parce que ça va bien au-delà. Tu dois communiquer une vision, tu dois communiquer un objectif, tu dois communiquer tu dois tracer un plan et ils doivent te suivre, etc. Donc oui, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est le meilleur management du coup, de ce que je comprends. Exact, et c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, je suis président, je ne peux pas faire d'actions concrètes, c'est eux qui doivent faire les actions concrètes. Et non seulement ça, non seulement je me suis lancé dans la présidence, et l'année d'après, je me suis lancé en tant que directeur de secteur. C'est-à-dire que je devais manager 4 présidents de club. Ah ouais, d'accord. Et là, je peux te dire que manager des présidents qui, eux, avec leur équipe, qui sont démotivés, etc., c'est encore beaucoup plus difficile. Ah ouais. Et là, tu commences à réaliser certaines choses quand tu vois des fois tes anciens boss qui faisaient pas qui faisaient pas des trucs, enfin, qui avaient des comportements un petit peu bizarres. Et là, tu commences à te dire, ok, d'accord, en fait, au final, c'est pas si simple. Exact, parce que en haut, j'avais aussi ma directrice de division qui m'imposait des objectifs. Et je devais imposer ces objectifs à plus bas. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le leadership, lorsque tu passes manager, c'est une cascade d'objectifs qui descend. Mais en fait, et moi, mon objectif, c'est comment je peux aider la personne en bas à atteindre ses objectifs. Parce que s'il atteint ses objectifs, j'atteins les miens. Si j'atteins les miens, mon boss atteint les siens, etc. etc. Non, en tout cas, c'est très bien ce que tu dis. Et ça montre vraiment, au final, que tu as quand même bien creusé vraiment l'aspect et la notion de ton leadership. Et du fait que tu veux pas qu'on mette les gens dans des cases, quoi. Parce que tout le monde peut devenir... Tout le monde, il suffit de se donner les moyens, quoi. Enfin, c'est peut-être caricatural, hein, ce que je dis. Mais au final, on peut quand même atteindre certains niveaux. On peut faire des choses. Il suffit de se donner les moyens. Oui. Non, c'est bien. Et... Mais du coup, aujourd'hui, et on va peut-être terminer un petit peu par ça, mais... Aujourd'hui, voilà, tu as un jeune entrepreneur qui est là, qui veut se lancer. Quelles sont les 2 questions que tu lui poses et le conseil que tu lui donnes à la fin? C'est une très très bonne question. Il va falloir que je prenne un peu de temps pour y réfléchir, mais je dirais comme première question, c'est
pourquoi tu veux le faire. Le pourquoi, d'accord. Le why. Le pourquoi. Ouais. Pourquoi tu veux le Le faire. why. Et la deuxième question que je lui demanderais, c'est quel sacrifice es-tu prêt à prendre pour atteindre cet objectif. The price. Parce que c'est exact, c'est le prix. Parce que tout a un prix. Que tu décides de le faire ou de ne pas le faire, c'est un prix. Tu vas payer le prix par le regret. Le regret, pour moi, c'est un prix que Il coûte cher. j'ai déjà payé dans le il coûte passé cher. et je refuse de Il payer coûte encore. cher. C'est fini. Le regret coûte cher, je peux te dire. Et c'est vraiment horrible parce que tu te dis, mince, j'aurais pu. Et si j'avais su. Si j'avais fait ça. Et moi ça m'a hanté plusieurs fois dans ma vie, là. Et je me dis maintenant, à partir depuis quelques années, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais prendre le temps d'y réfléchir, évidemment. Je vais voir, est-ce que je suis prêt à payer le prix. Est-ce que j'en ai envie, pourquoi je le veux. Et en fait, est-ce que je suis prêt à payer le prix. Si je suis prêt à payer le prix, go, j'y vais, j'aurai aucun regret. Mais si je ne suis pas prêt à payer le prix et que je ne le fais pas, je vais me dire, je ne voulais pas payer ce prix-là. Je vais peut-être le regretter. Parce que des fois, le prix qu'on ne veut pas payer, c'est peut-être juste la peur. Parfois, c'est juste le regard des autres. L'inconfort. Parfois, c'est juste le jugement, l'inconfort. Mais ce prix-là, c'est rien, en fait. C'est rien par rapport au prix final de le projet que tu auras pu réellement accomplir, l'impact que tu auras pu avoir, ou tout simplement l'argent que tu auras pu récolter dans tout ce que tu auras pu faire, en fait. D'accord, ok, non, très bien, très bien. Et donc, le conseil. Et donc, du coup, le conseil que je pourrais lui donner, et ça, c'est vraiment un point qui est, pour moi, ça c'est un concept tout en entier. C'est vraiment, je compte carrément faire un podcast, enfin, c'est ça. Même un podcast ou une vidéo, une newsletter. C'est s'il te plaît, ne rentre pas dans l'enfer du tutoriel, dans l'enfer du cours. Parce qu'en fait, tu as envie de faire ton projet, tu es comme, ok, je vais prendre un cours. Si tu commences si tu prends le cours, prends-le, mais commence en même temps. Parce que tu vas faire le premier cours, c'était cool, etc. Laisse-moi faire un deuxième cours pour en apprendre un peu plus. Tu vas prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, et tu vas jamais t'en sortir. Parce que tu vas juste oublier ton projet. D'accord. Et là, je peut-être le communique pas super bien. C'est quelque chose vraiment que j'ai commencé à prendre en note depuis dernièrement. C'est parce que ça m'est arrivé en fait. J'ai pris pas mal de cours. Je voulais faire du Python à un moment donné. J'ai pris pas mal de cours de Python. Et puis finalement, lorsque je voulais faire du Python, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû commencer un an plus tard, j'ai commencé le travail en Python. Et puis, mince, j'avais quasiment tout oublié, tout ce que j'avais appris en fait. J'avais fait plein de projets et j'étais comme... J'avais pas pris de projet, c'est pas vrai. J'avais juste suivi les cours, écrire un petit peu. Mais en fait, je me suis rendu compte que, mais j'ai tout oublié, il faut que je revienne encore dans le cours. Et pour moi, la meilleure manière d'apprendre, c'est en commençant avec un petit projet. Fais peut-être une calculatrice, fais peut-être un sudoku. D'accord, ok. Si t'es développeur. Ouais, tu reviens encore sur ton principe de base, les actions quand tu les... Exactement. J'ai pas voulu écouter mon conseil lorsque j'ai voulu passer développeur Python parce que c'était vraiment quelque chose que je trouve cool comme langage. Et j'ai passé des heures et des heures, des semaines même, mais parce que j'avais pas pratiqué, j'ai dû retourner là-dessus lorsque j'ai commencé le travail parce que c'est des concepts que tu apprends une fois, tu as écouté une fois, mais tu l'oublies au bout d'une semaine, tu oublies au bout d'un mois. Donc, c'est ça que je donnerais comme conseil. Mais est-ce qu'au final... Si tu prends un cours, commence en même temps. Mais est-ce qu'au final, le fait de vouloir prendre un cours ne traduit pas un peu... ça traduit pas un petit peu le manque de confiance qu'on peut avoir, quoi? C'est-à-dire, en fait, quand tu commences une aventure, tu as peur. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les entrepreneurs, c'est des warriors, hein, c'est des gars... Non, c'est des êtres humains, d'accord, c'est des êtres humains. Et oui, ils ont peur aussi. Il y en a, tu te lances dans un truc, oui, tu as peur. Donc, la facilité, la porte de sortie, c'est quoi? C'est, je vais essayer de me former parce que tu te dis, je connais pas, etc. Et c'est dans la panique un petit peu qu'on va tout de suite, la première option, c'est la formation, les tutoriels, etc. Alors qu'en réalité, des fois, quand tu shifts et tu surpasses un petit peu cette peur-là, d'accord, il faut apprendre, mais rien ne t'empêche de faire pendant que tu apprends, quoi. Exactement, et c'est là que je veux aller. Là. Je ne dis pas non plus de ne pas apprendre de cours. C'est c'est ça. Mais prends un cours, mais en même temps, commence à pratiquer et mettre en place ce que tu apprends. Là, ça va rester plus dans ta tête. Parce que tu as passé des heures sur ce problème-là, tu as pris le cours, ok, c'est ça, ok, boum. Tu commences ton prochain problème, parce que c'est une succession de problèmes, encore une fois. Tu commences ton projet, tu as un problème, tu ne sais pas par quoi commencer. Prends le cours qui va te dire juste comment commencer rapidement et tu commences. Une fois que tu as commencé, il y a un autre problème encore qui va arriver.
prends le cours qui va te dire comment y arriver. Et au fur et à mesure, ces successions de problèmes et de résolutions que tu as te permettent de pratiquer, de construire quelque chose. Et j'ai même envie d'aller plus loin, et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de documenter tous tes apprentissages l'écrit. Tout au long. L'écrit. C'est Parce qu'encore une fois, l'écrit et l'apprentissage, ça va cimenter vraiment tout ce que tu as appris. Ça va vraiment le garder en tête et tu vas le garder vraiment indéfiniment. Vraiment. Et c'est vraiment ma méthode d'apprentissage, l'écrit. Je suis certain que beaucoup d'entre nous, le fait d'écrire permet de réfléchir. Et de il y a des garder idées, ça il y a des vraiment idées en de pratique. projets qui ont été abandonnés juste parce qu'en écrivant, tu t'es rendu compte que ça valait pas le coup, quoi. Exact. L'idée seule, elle était géniale. C'était une start-up à plusieurs milliards d'euros. Quand tu as commencé à écrire, tu te rends compte que, en fait, au final, non. Quoi, tu vois. Et, ok, non, mais ça marche. C'est très bien. En tout cas, c'est très enrichissant. Mais du coup, alors, comment on peut te suivre? C'est quoi l'actualité? Alors moi, comment on peut me suivre? On peut me suivre tout simplement sur mon LinkedIn où j'écris tous les jours justement mes apprentissages, mes leçons et mes victoires. Donc Edouard Villevert sur LinkedIn. J'ai aussi ma compagnie Meriaki que j'ai évoquée tout à l'heure. On est sur Facebook, on est sur Instagram, meriaki.solution. On est également sur LinkedIn. D'accord. Donc vous pouvez nous Tu suivre. tu m'enverras les liens, je les mettrai. Oui, pas de problème. Donc suivez-nous et puis ça nous fera plaisir de non seulement vous aider à démarrer votre projet, parce qu'on a justement une offre exceptionnelle où on vous offre carrément votre site vitrine et un calendrier pour prendre vos rendez-vous avec vos clients. C'est vraiment une offre vraiment promotionnelle qu'on fait aujourd'hui à Sofa Podcast. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez nous contacter et puis ça nous fera plaisir de travailler avec vous et de démarrer votre projet. En tout cas, merci Edouard. C'était vraiment, vraiment, vraiment très enrichissant. Je pense que voilà, pour tous les sofapreneurs, ça va être une pépite. Une pépite. Merci beaucoup. Yes, ça marche. Alors, vraiment un échange très riche avec Edouard. C'était un plaisir en tout cas de l'avoir. Vous avez pu en tout cas entendre et vraiment le suivre pour comprendre ce que lui pense et sa vision des choses sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des concepts qui vous ont parlé plus que d'autres, etc. Et aussi, partagez-nous vos expériences. Comme vous savez, en tant que sofapreneur, on est une communauté et on est là pour partager ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine sur Sofa Podcast. Let's go!